à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission live. La blockchain va devenir de plus en plus invisible. Et partez pas du principe qu'on apprend à voir le monde différemment en 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Monde ou Rien, l'émission live des conquérants du Web3. Aujourd'hui, j'accueille un superbe panel avec Gilles, le CEO de Yes or No, Véronique Rondeau-Abouli, avocate spécialisée RGPD Web3 et Sébastien Borgé de The Sandbox. Et on aura aussi la chance d'avoir Claudia Loma qui est de retour dans cette émission. Malheureusement, pas de Daniel cette semaine, mais bon, il reviendra certainement la semaine prochaine, on va voir ça. Aujourd'hui, quelques nouvelles quand même. Il s'est passé des trucs dans les cryptos, même si tout le monde a un peu disparu des réseaux sociaux, j'ai l'impression. On a Binance qui poursuit sa stratégie de la pieuvre, qui s'étale et qui vient de racheter SEBC, un échange au Japon, donc il s'installe là-bas. On a aussi la chance d'avoir aujourd'hui Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX, Feu FTX, qui va être speaker du New York Times, d'un événement du New York Times. Donc, tout le monde est en train de se demander ce qui va bien pouvoir se passer. Est-ce qu'il va juste parler en visio? Est-ce qu'il va y aller? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous sortir encore comme mensonge, hein? Parce que franchement, globalement, je pense que là, on est de l'ordre d'une accumulation de mensonges. Et on a une très, très bonne nouvelle, c'est le Brésil qui accepte le Bitcoin comme moyen de paiement. Donc, ça ne sera pas une monnaie officielle, mais en tout cas, la régulation commence à se faire et plutôt, d'après ce que j'ai lu ce matin, mais à vérifier, dans un bon sens. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je suis super contente. Comme vous avez pu le voir, on a eu une publicité aujourd'hui. C'est le retour des publicités sur mon émission. Donc, cette émission est monétisée. Ouf, ouf, ouf. Et puis, ce sera le cas pour les 3 prochaines. Grâce à Metacard, on les remercie. Ils viendront peut-être nous annoncer une très bonne nouvelle. La semaine prochaine, on va voir si c'est possible avec le programme. Donc, super. Bah, écoutez, les gars, on va tout de suite commencer avec Gilles, le CEO de Yes or No, qui a un superbe parcours en plus. Donc, ça va être super intéressant. J'arrête pas de dire super. Je suis trop excitée aujourd'hui. C'est incroyable. Bonjour, Gilles. Salut, Agathe. Bonjour tout le monde. Ça va? Alors, je ne sais pas dans le chat s'il y a beaucoup de monde. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Trop cool. Bienvenue à tout le monde. Voilà, je passerai vos messages au fur et à mesure. Vous pouvez commenter, poser des questions. Et donc, on va commencer avec une petite introduction sur toi, Gilles. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu relire ta vidéo, mais j'ai quand même fait mon enquête sur ton passé. J'ai l'impression que tu as fait, c'est pas une impression, tu as fait énormément de choses. Déjà, avant les années 2000, tu avais créé le premier energy drink en France. C'était en 1996 avec une sortie en 98. Ensuite, tu as fait du service informatique, du conseil. Tu as créé un des premiers réseaux sociaux de proximité en 2007, ce que je trouve complètement fou parce que c'est quelque chose que je voyais beaucoup dans les startup week-ends. Tout le monde en parlait surtout beaucoup plus tard, quoi. Moi, c'était vers 2012-2013, c'était le truc, tout le monde voulait faire ça. Et en fait, toi, tu l'avais déjà fait en 2007, donc tu as l'air quand même bien en avance sur ton temps. Ensuite, tu as été président d'une association pour le développement mobile, pareil, quand même assez en avance par rapport à toute l'adoption des applications mobiles et le fait qu'on devienne aujourd'hui complètement dépendant de nos téléphones. Et tu as fait de l'immobilier. Enfin bref, c'est fou. Tu as été aussi business angel, notamment et tu es toujours, j'imagine, de Favicon, qui est quand même assez connu. Les autres, je les connais moins, donc peut-être tu nous en parleras une fois qu'on aura bien parlé de Yes or No, on verra. Donc, bienvenue et super contente d'avoir quelqu'un avec un tel parcours sur mon émission. Merci à toi de m'accueillir, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va discuter, échanger, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement les uns les autres comme information, comme en vue de l'avenir. Et effectivement, je me présente souvent comme un entrepreneur de l'innovation, souvent en avance, parfois peut-être un petit peu trop aussi, donc ça amène son lot de difficultés.
Ça pouvait être sur l'énergie drink, mais là, ça s'est pas mal passé parce qu'effectivement, on a cédé un grand nombre alimentaire. Sinon, le réseau social de proximité, oui, ça s'est plutôt pas mal passé. Et quand tu en entendais parler visiblement en 2012, moi, j'en sortais en 2013. Donc voilà, pour me lancer dans des nouvelles aventures et toujours très varié. C'est ce qui fait que l'entrepreneuriat est passionnant. Aujourd'hui, le Web 3, mais que j'avais commencé en version Web 2 sur mon sujet dont on va discuter aujourd'hui. Donc, rien de très nouveau pour moi, juste une logique d'exécution par rapport au contexte actuel et au fait que la blockchain est parfaitement adaptée à ce que l'on veut faire. Oui, alors justement, je me demandais comment tu es arrivé dans le Web 3. Est-ce que d'abord, il y a eu Yes or No ou d'abord, il y a eu le Web 3? Dans quel ordre ça s'est passé? Alors moi, c'est Yes or No d'abord. Je ne sais pas comment ça va être perçu, mais je n'ai jamais été opportuniste dans mes activités, avant-gardiste éventuellement, mais pas opportuniste. Donc, je sais qu'il y a quand même aujourd'hui 90% des projets Web 3 qui pensent pouvoir exister là-dedans parce que ça pourrait marcher. Mais pour le coup, c'est pas si simple que ça, parce qu'un projet, qu'il soit Web 3, Web 2 ou Web 14, c'est avant tout un marché, une stratégie, une vision, de l'exécution. Et donc, de mon point de vue, le Web 3, c'est avant tout un support. C'est tout. C'est au même titre qu'on parlait d'Internet. Aujourd'hui, on va parler de la blockchain. C'est un outil. Il peut être adapté ou pas. Et comme notre point de départ, il y a quelques années, c'était de faire du pari avec une vision communautaire, ça pouvait rester soit assez abstrait finalement et pas super bien contrôlé, ce qu'on avait commencé à faire, soit la blockchain pouvait apporter une brique complémentaire et le cas échéant, ça allait complètement dans le sens de notre vision, de notre besoin. Et en même temps, on pourra en reparler. On a plusieurs approches de notre côté, puisqu'on est sur un sujet de betting, donc de pari, avec une vision radicalement différente de ce qui existe sur le marché, et en même temps sur un marché qui est ultra régulé, voire un des plus régulés au monde. C'est quasiment l'équivalent des banques. Ça veut dire que, et je ne vais pas détailler là-dedans, on verra en fonction de tes questions, on peut avoir plusieurs approches qui sont soit blockchain, soit pas blockchain, et ça ne peut dépendre que des autorités et des législations auxquelles on se confronte et qu'on se doit de respecter. Voilà pour... Oui, c'est un sujet super intéressant. Alors moi, j'ai entendu parler pour la première fois de Yes or No sur la chaîne de Crypto Future, en fait, qui est un influenceur plutôt axé trading, etc., mais qui en avait parlé parce qu'il trouvait ça sympa et je pense qu'il avait dû peut-être l'utiliser aussi. J'imagine qu'il y avait une bêta ou que vous êtes passé par plusieurs étapes avant peut-être de lancer le coin. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours que vous avez eu de l'idée, peut-être le pitch de l'idée initiale et le parcours que vous avez fait depuis, parce que ça doit faire 1 an, quelque chose comme ça? Oula, ça fait plus que ça. Ça fait 1 an que j'en entends parler. Voilà. Crypto Future, c'est sans doute il y a 1 an à peu près, au moment de notre ICO. Le projet date d'il y a 4 ans. Et pour être totalement transparent, il a commencé dans un lit. Alors, on va pas... des fois, ça peut laisser penser pas mal de choses. Donc, je vais détendre tout le monde. C'est une aventure familiale, alors qui vient pas du nord de la France. C'est encore plus bizarre. Désolée. Voilà, exactement. Donc, je suis purement parisien. Non, en réalité, on était en train de regarder The Voice avec ma famille. Je vous avoue que bon, c'est très sympathique, mais moi, j'ai un peu du mal à me concentrer sur ce genre d'émission, sauf à partir du moment où j'ai un de mes enfants qui commence à me dire qui va gagner, que ça me trotte 2 minutes dans la tête et que je sors un tableau Excel pour marquer les noms des membres de la famille, marquer les questions et derrière donner des points pour savoir qui a gagné en fin de session. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, ça s'apparente à des paris, ce que tout le monde fait voilà, au quotidien. Hein. Ça peut être sur The Voice, mais ça peut être juste, tu parles à ta copine et tu vas lui dire il va faire mauvais aujourd'hui. Quelque part, c'est une façon d'exprimer un pari autrement. C'est déjà une spéculation, comme dirait voilà, c'est ça. Exactement. Alexandre de chez Stashchenko de Blockchain Partners qui défendait un peu l'idée de
enfin, on diabolise la spéculation, mais en fait, quand on se lève le matin et qu'on prend un parapluie ou non, on est déjà en train de spéculer sur la météo. C'est exactement ça. Et dans un cas, le pari, c'est un peu masculin, parfois considéré comme un petit peu agressif ou vulgaire. Pour nous, c'est quelque chose qui doit rentrer dans le quotidien. Donc, j'en parlais le lendemain de cette petite aventure familiale à des amis qui disent, bah oui, en fait, on fait tous la même chose. Et ça m'a donné l'idée de créer quelque chose, alors qui s'appelait au tout début, et vraiment, j'étais seul, je l'ai développé seul avec le peu de compétences que j'ai, mais avec les outils qui existaient déjà presque du type no-code il y a quelques années. Et donc, ça s'appelait BetQuiz. Ça a été très, très rapidement testé. Et une fois qu'on a eu nos retours utilisateurs, on a vu qu'il y avait un tout petit peu de complexité dans l'interface et on a fait un pivot d'interface uniquement pour aller vers quelque chose qu'on a envie d'apparenter à une vraie révolution, puisque on a voulu s'inspirer des codes qui existaient et qui cartonnaient, et notamment inspirés par Tinder, qui a été une vraie référence de la simplicité d'usage après Google, finalement. Et cette notion voilà, cette notion de double action unique nous a beaucoup inspiré. Et c'est là qu'on est parti sur une offre avec un nombre de caractères limité comme Twitter, avec du yes, no uniquement, et à faire des tests où chacun pouvait lancer ses propres paris et tout le monde pouvait jouer sur les paris des autres sans argent, parce que toujours même sujet. En France, on a commencé en France, donc c'est totalement illégal de jouer avec de l'argent. En tout cas, il faut avoir une licence. Mais par contre, très rapidement, on a eu plusieurs dizaines de milliers, même centaines de milliers de joueurs. On a eu plus de 100 000 téléchargements sans faire de communication. On est arrivé en tête des stores dans le top 5. Donc, il y avait pas mal de viralité et des dizaines de millions de paris joués. Et ça nous a un peu impressionnés. Donc là-dessus, on a fait une petite levée de fonds avec des business angels en 2019 pour aller tester un petit peu plus le modèle, améliorer le produit, etc. Et une fois qu'on a testé tous nos canaux d'acquisition et qu'on avait fait le tour de notre produit, on a vu que les vraies lacunes étaient autour de tout ce qui est validation, consensus, modération, voilà, qualité finalement du contenu. Et c'est là que la blockchain a pris tout son sens. Et en janvier 2021, on a décidé d'y aller parce qu'on connaissait pas mal. On avait quelques personnes chez nous, dont moi, qui connaissions depuis quelques années. Moi, je suis dans le Bitcoin depuis 2012. Donc, je connais un petit peu. Et donc, on a décidé d'y aller en passant par une ICO avec le white paper qui va bien, quelques influenceurs aussi, donc Crypto Future, qui en fait se sont intéressés à la fois à notre passé, parce qu'on n'était pas un projet qui était juste sur un white paper, mais on était déjà sur les stores. On avait une vraie vision qu'on présentait dans ce white paper, pour ceux qui veulent le regarder sur yesorno.bet, même s'il est un peu antique maintenant, mais on voit bien qu'il y a une véritable vision marché, une connaissance du marché, une vision pour le futur, et à la fois fonctionnelle, mais également de nos utilisateurs. Et donc, on est parti là-dessus pour faire cette ICO. On était sur un petit bear market, un peu meilleur qu'aujourd'hui, mais quand même, l'été 2021, il était moyen. Et en fait, on a fait une levée de 4 millions de dollars. On était très contents. C'était une des plus belles du moment. Où on est encore plus content aujourd'hui, c'est que, on a respecté totalement notre roadmap. Ça, on pourra en parler. Le produit, il existe en grande partie. On a déjà fait des tests, etc. Il a été bien vu par notre communauté. Mais également, quelques influenceurs qui ont décidé d'en reparler très spontanément. Donc ça, c'est une vraie fierté pour nous, parce qu'au départ, évidemment, ils demandent quelques sous. Ils veulent déjà s'associer à des produits dans lesquels ils croient pour certains. D'autres vont parler un peu de n'importe quoi. Mais quand déjà ils y croient et qu'ils étudient le sujet, quand ils en reparlent derrière spontanément, là, ça nous fait vraiment très, très, très plaisir. Et on en est donc à ce stade aujourd'hui où ça avance très bien de tous les côtés. Et en même temps, ça prend énormément de temps. C'est extrêmement difficile. On est sur un marché où il y a des barrières, j'ai envie de dire, quasi infranchissables. Mais c'est là que, sans être seul, bien entendu, j'ai l'habitude, malheureusement, parce que quand j'ai démarré, on parle de 96, les energy drinks étaient interdits en France. Donc, il a fallu les faire autoriser. Je m'en suis chargé avec l'équipe de l'époque. Et puis, le réseau social, en 2007, Facebook arrivait tout juste aussi en France, donc c'était pareil, il fallait éduquer un petit peu tout le monde, et voilà, donc tout a été dans la même logique, et là je me retrouve dans le même genre d'industrie qu'il va falloir craquer,
Et c'est tellement difficile que si on y arrive, ça pourrait être très gros et c'est là qu'est notre ambition. Ouais, c'est super. Alors, j'ai plusieurs questions. D'abord, avant qu'on passe peut-être sur l'aspect difficulté légale, etc., sur lequel j'ai quelques questions. Tu as dit tout à l'heure que la blockchain résolvait des problématiques que vous rencontriez. Donc, c'est lesquelles et ce seraient lesquelles dans le futur du projet? Ouais, alors il y a au moins 2 niveaux sur le contenu et l'intéressement de nos users. Le contenu, en fait, l'objectif à terme, et dans certains pays, je précise bien ça, ce sera de permettre à chacun de proposer ses propres paris. On appelle ça des yoni d'ailleurs, parce que yes or no, notre token, c'est le yon pour yes or no, et le pari, on a envie d'imprimer notre propre terme qui sera donc le yoni. Donc, lorsque quelqu'un créera son yoni, en fait, il ne pourra pas être directement proposé. Il faudra qu'il réponde à toute notre charte éditoriale. Et donc, il sera proposé à la communauté. Chacun de la communauté pourra valider ou pas ce yoni. Pour le proposer, j'ai oublié un petit détail, il faudra mettre de l'argent sur la table aussi. C'est une sorte de caution, en fait, qu'on prend le risque de perdre si notre yoni n'est pas accepté pour être proposé à la communauté. Et donc là, ce sera un algorithme qui tournera et qui fera que si on est, par exemple, à, je n'ai pas en tête, mais 95% d'acceptation, on le regardera de notre côté pour voir pourquoi il y a 5% manquants. Mais si on est à 60%, 50%, 70%, on se dira que c'est pas bon. Et à ce moment-là, celui qui aura proposé son yoni, eh bien, il perdra sa caution. Et ceux qui auront empêché la publication, ils seront rémunérés par le réseau, et ça c'est prévu dans notre tokenomics, où on a prévu un budget important de notre token pour rémunérer la communauté. Et c'est pareil au moment des réponses. Une modération décentralisée, c'est ça que vous pouvez faire grâce à la blockchain? Alors il y a la modération, d'abord, ça c'est en amont, et après il y a le consensus en aval. Une fois que le yoni est terminé, par exemple France, je ne sais plus contre qui elle a joué, le Danemark, France-Danemark, on connaît le résultat, il y a eu un yoni dessus. Le résultat est officiel, mais on va proposer à la communauté, c'est comme ça que ça se passera encore une fois, pas dans tous les pays, hein, mais quand ce sera décentralisé, à la communauté de mettre la bonne réponse. Ils devront payer pour, pareil, parce que celui qui met une mauvaise réponse, eh bien, il devra en pâtir. Et là, on devra avoir 100% de bonnes réponses, ou 99, 98, parce que la réponse, elle est connue. Donc, il n'y a pas d'inconnu là-dessus. Et ceux qui auront mis leur petit token là-dessus pour proposer la réponse qui est connue, seront rémunérés. Ceux qui auront mis la mauvaise réponse alors qu'elle est connue, eh bien, ils perdront leur déposit. Et là aussi, on va puiser dans notre poche qui est dédiée à cela. Et ça veut dire aussi que sur notre appli, qui se veut être une appli de jeu d'argent, il faut le dire comme ça, on ne va pas s'en cacher. Hein. Certains ont du mal à dire qu'ils sont un jeu d'argent, je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu surprenant. Toujours est-il que chez nous, on peut venir et gagner de l'argent, on pourra venir et gagner de l'argent sans en jouer. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et oui, en fait, on se fait rémunérer comme un oracle communautaire, en quelque sorte. En fait, c'est utiliser la communauté comme un oracle et le monétiser. Exactement. Et ça ira même plus loin parce que quand on fera de la publicité, une fois qu'on aura une certaine audience, on donnera même, en fonction de certains niveaux qui peuvent être matérialisés par des NFT ou autres, une partie de la rémunération des annonceurs à notre communauté de joueurs. Donc ça, c'est une partie de ce qui concerne la blockchain pour le contenu. Et par ailleurs, ce n'est pas forcément lié à la blockchain, mais en tout cas, c'est une vision très, très Web3. C'est la répartition des revenus. J'en ai un petit peu parlé, mais ce sera pareil au niveau des yoni. Une fois qu'ils seront joués et terminés, à ce moment-là, il y aura une partie qui partira chez nous, ce sera des commissions, une partie en taxes à l'État ou autre. Et en France, par exemple, le jour où on aura une licence, il faudra même verser un pourcentage aux fédérations des sports sur lesquels on va faire des yoni. Donc, c'est très particulier dans ce marché. Et une autre partie qui sera distribuée à ceux qui ont gagné, une autre partie qui sera burn directement. Voilà, c'est prévu dans notre modèle. Et donc, ça, c'est plus Web3 que Web2. Il y a des pans qui n'existent pas dans l'économie plus traditionnelle d'aujourd'hui. Donc, on est en train de prendre un petit peu tout ce qui se fait dans le Web3, les bonnes pratiques, tout ce qu'on peut utiliser pour aller dans le bon sens,
et sans avoir inventé quelque chose, en fait. On est un utility token, véritablement, qui peut fonctionner dans la blockchain ou pas, et qui utilise tout ce qui sera positif et constructif comme technologie de la blockchain jusqu'à un jour, comme je disais, les NFT et autres qu'on mettra en place, mais en temps utile, parce qu'on ne veut pas oublier qu'au départ, on a inventé une plateforme pour jouer sur un sujet, on se focus là-dessus. Il faut que notre expérience user, elle soit parfaite, il faut que notre légal soit parfait, et après, on peut ajouter des briques, mais ce n'est pas les briques supplémentaires qui feront que ça fonctionnera. On a déjà quelque chose de suffisamment différenciant comme ça pour bien marcher, et c'est là-dessus qu'on va se battre. Alors, merci. On a une question de Jonathan que je vais prendre juste après celle-ci. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu légal sur le pari. Moi, j'avais pas mal regardé à l'époque où Bet-On-You, peut-être que tu connais, était en précide. Et eux, ils avaient… moi, je voulais y aller, mais j'ai pas réussi à convaincre mon comité d'investissement. Donc, on n'y est pas allé. Mais ils avaient une idée intéressante. C'était d'abord de proposer des lots d'informatique, ce genre de choses, pour se sortir de cette, du côté pari en argent. Au final, il me semble que là, ils ont fait une levée avec des NFT et qu'ils sont en train d'introduire, j'ai pas trop suivi depuis, des cryptos. Mais on a aussi une oubizeuse aussi qui est venue, peut-être que tu connais une oubizeuse, qui propose des paris sur les parties de jeux vidéo, et ils ont pas mal de jeux vidéo sur lesquels on peut parier sur le gagnant, et il y a tout un système pour être connecté au jeu et avoir la proof of victory. Est-ce que vous allez vous attaquer à ce genre de paris sur les jeux vidéo, les jeux téléphones, ou est-ce que vous allez rester sur le sport? Est-ce que vous avez, disons, peut-être des priorités sur les secteurs sur lesquels vous allez faire des yoni, laisser faire des yoni? Alors, la question, c'est la bonne. Par contre, elle se répond un tout petit peu dans l'autre sens, à savoir que Bet-On-You, moi aussi, on m'a proposé d'investir dessus. Il y avait une petite lacune, mais qui est juste énorme, mais c'est pareil pour l'autre que tu citais, c'est que ça part pas de quel sport ou sur quel aspect on veut lancer les paris, ça part de la législation. Et quoi que chacun en pense, en France notamment, mais ça peut être pareil ou un petit peu différent ailleurs, c'est impossible de la contourner. C'est un risque pénal. Si je reprends juste la France, on est dans le domaine de la sécurité intérieure au niveau des paris, parce que jeu d'argent, parce que blanchiment, etc. Aujourd'hui, pour celui qui regarde à minima, peut-être que ça aurait pu être le cas pour Bet-On-You ou d'autres, pour pas s'arrêter à eux, la législation, il suffit d'aller sur le site de l'ANJ, de télécharger leur documentation, et ils vont vous expliquer que vous avez ce qu'on appelle un TRJ, un taux de retour des joueurs, qui doit être au maximum de mémoire 85% en France pour éviter l'addiction, pour éviter des pubs mensongères, etc. Et là-dedans, on inclut tout, ce qu'on appelle les free bets, les paris offerts, ça a une valeur. On inclut les cadeaux, on veut offrir un iPhone ou autre, ça s'inclut. Tout ce qui est monétisable, même un stylo, il donne l'exemple du stylo. Tout ça, ça fait partie de la rémunération des joueurs. Donc, tous ceux qui peuvent penser qu'il y a un moyen de contourner, ils font totalement fausse route. Vraiment. Ça marchera aujourd'hui pendant 1 mois, pendant 3 mois, mais ça s'arrêtera là. Donc, nous, ce n'est pas du tout le pari qu'on a envie de faire. Et ensuite, je m'arrête pour la France parce que ça permet d'être assez précis sur le sujet. En France, on ne peut parier qu'en euros, pas de crypto, rien du tout, pour l'instant en tout cas, que sur le sport, que sur certains sports et certains paris. Et en fait, il y a des listes pour tout ça. Donc, tous ceux qui se disent « je suis original, je vais faire ci, je vais faire ça », etc., c'est impossible, c'est illégal et ils vont très, très vite pour nous tomber dessus. Et je vais donner un exemple. Je parlais à je ne sais plus qui, un partenaire, il y a 2-3 semaines, qui me dit « je ne comprends pas quand même, tu es vachement légaliste et tout. Regarde eux ce qu'ils font, ça a l'air super sympa. » Et puis bon, ils ont l'air de passer à travers les mailles du filet. Je vais sur le site et il y a marqué « ce site a été fermé par l'ANJ sur demande, sur décret spécial ». Et en fait, le fameux décret qui a été voté, parce que vraiment, c'est de la sécurité nationale, comme je le dis, permet à l'ANJ de faire une demande auprès des fournisseurs d'accès direct, sans passer par la moindre procédure, etc., pour que l'accès soit coupé dans la minute.
Donc, quelqu'un qui ferait quelque chose comme ça, il ne peut pas s'aventurer à se dire « je m'en fiche, ils me feront un procès, on est en France, les tribunaux sont surchargés ». Non, il y a eu un décret qui va dans ce sens-là et qui permet à l'ANJ de dire « yes or no, je vous ferme, c'est terminé, on n'y a plus accès en France ». Et c'est impossible de le contourner. Alors ma question, c'est est-ce que comme un peu comme Uber, qui était au début, lorsqu'il a commencé, Uber ont commencé à s'installer en France, ils n'étaient pas tout à fait légaux. Toi, tu es entrepreneur, donc tu dois certainement avoir une vision là-dessus quand on disrupte en quelque sorte. Et c'est quoi la stratégie de Yes or No? Est-ce que c'est avoir une taille critique qui fait que vous pouvez commencer à négocier avec les instances légales, ou est-ce que vous, du coup, vous détournez totalement de la France, vous vous mettez ailleurs là où c'est possible et vos utilisateurs vont utiliser, je sais pas moi, des VPN ou contourner le système pour ne pas pour que ça reste légal? Est-ce que ça passe ça aussi? Enfin voilà, c'est quoi votre solution vous du coup? Des Français normalement n'ont pas le droit de jouer. Donc nous, lorsqu'on télécharge par exemple notre appli aujourd'hui qui est en test, mais juste auprès de notre communauté parce qu'on avait besoin de faire des petits tests fonctionnels, donc il n'y a pas vraiment d'enjeux financiers, etc. Eh bien, il y aura directement un pop-up qui vous dit que vous ne pouvez pas jouer parce que vous êtes en France. Ensuite, on n'a pas mis du tout de côté la France parce qu'en fait, on est en train d'avancer, de discuter. C'est pas de la négociation, je comprends le terme, mais le fait qu'on soit dans un marché, dans une industrie très spéciale, il y a une autorité de régulation avec de la documentation à fournir. Et encore une fois, les documents sont en libre accès sur le site de l'ANJ. Et en fait, on doit être parfaitement compliant à leur demande. Et donc, on est en train de travailler sur le dossier français. On est en train de travailler sur d'autres dossiers aussi. En fonction du pays, on ne va pas présenter la même chose. En France, dans un premier temps, on est obligé de parler d'euros, de sport, certains sports, certains paris. Et il n'y a aucun souci pour nous à le faire. Donc, ce sera juste l'interface qui sera conservée, mais on n'aura pas exactement la même expérience utilisateur. Et en même temps, j'en suis très fier quand même en France, parce que si on y arrive, on sera une sorte de Tinder du pari. Donc, de toute façon, ce sera une révolution. Et ailleurs, la révolution, elle pourra aller un petit peu plus loin. Mais dans chaque pays, ça se gère différemment. Il y a des lois qui sont en train de se mettre en place un peu partout. La France étant très exigeante, ça tombe bien parce que ce qu'on est en train de mettre en place pour préparer la France, techniquement, ça pourra nous servir aussi ailleurs. Et donc voilà, on avance sur plusieurs marchés en même temps. Ça prend du temps, tout ça. Oui, ça a l'air monstre. Ça a l'air monstre. Ouais, non, c'est monstrueux. Vous avez une grosse équipe de juristes ou je sais pas quoi, ou de légalistes, je sais pas comment appeler ça, d'avocats dans votre équipe, j'imagine. Ouais, en fait, on a à la fois quelqu'un qui s'en occupe en interne, mais on a plusieurs personnes qui s'en occupent en externe, dont une des personnes qui était un des fondateurs de l'autorité de régulation française, qui était leur directeur juridique aussi, donc Radam Eskili. Il s'en occupe pour nous, il pilote ça. Mais dès lors qu'on veut aller aussi dans un autre pays, là, par exemple, on est en train de démarrer pour une licence qui avance plutôt bien dans un pays, on doit monter une structure locale, on doit être accompagné par un cabinet, donc on doit avoir des dirigeants locaux aussi. Par ailleurs, au Canada, où on est en train de faire un petit test aussi, pour pouvoir y aller, on avait besoin de ce qu'on appelle une legal opinion pour pouvoir exercer, parce que sinon on se mettait en porte-à-faux, et notamment vis-à-vis de la France ou autres qui ne souhaitent pas qu'on évite, bien entendu, qu'on propose une offre dans un autre pays si on se rend illégal. Par exemple, un Français qui est au Canada, si on n'avait pas cette legal opinion qui laisse penser légalement qu'on a le droit d'exercer, il n'aurait même pas le droit de télécharger l'application. Alors ça, c'est le point de vue de l'autorité française, mais on est obligé de la considérer. En fait, on est à la fois obligé de se tenir à la loi locale et en même temps les lois extérieures. Donc c'est un petit peu compliqué. Et pour cette legal opinion, on a dû passer par un cabinet américain. C'est tout de suite plusieurs dizaines de milliers de dollars pour avoir le papier qui fait 20 pages. Hein, mais voilà, en tout cas, sans ça, c'est compliqué d'exercer. Ensuite, il y a des difficultés sur les stores aussi, parce qu'ils peuvent, et ils ont raison, demander si on se présente comme du gambling, et on n'est pas obligé de le faire, quel est le numéro de licence, etc. Donc, ça passe pas forcément. Et encore une fois, ils ont raison. Donc, on doit traiter ça pays par pays. Oui, sinon, ça serait n'importe quoi. Il ne faut quand même pas oublier que sinon, tout le monde proposerait depuis très longtemps des paris, vu combien ça peut rapporter. On a quelqu'un qui demande, donc Jonathan Nissenage, pourquoi la BSC?
Bah, en fait, je sais pas, il pose cette question peut-être par rapport à nos antécédents, mais on a commencé sur la BSC, mais c'était juste pour nos tests, notre version alpha. Là, aujourd'hui, on est sur Polygon. D'accord. Donc on a switché. Et c'est pas pour autant que c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Il y a des fortes variations, il y a des arguments pour, contre. Polygon, on y avait été par rapport à une certaine fiabilité et des coûts, des frais de gaz qui étaient supposés être moins chers. En réalité, pour diverses raisons, ils ont largement augmenté. Donc, on a surtout développé quelque chose qui était interopérable chez nous, qui nous permet de changer de Ah, vous blockchain. pouvez changer, ouais. Voilà, on peut changer, mais il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Donc, moi, j'ai mon équipe technique qui y travaille. Ça va être un gros sujet de R&D aussi pour les mois ou années à venir, parce qu'on a en tête aussi de développer notre propre blockchain et pour devenir potentiellement le token du pari, du betting dans le monde. Personne n'a eu ni cette idée, ni l'ambition de le faire. Et pour ça, on pense qu'il est important déjà d'avoir une crédibilité sur le marché, d'avoir commencé à faire nos preuves, d'avoir des licences. Et à partir de là, on pourra se reposer sur nous. Donc ça fait partie de notre roadmap, de notre vision. Mais aujourd'hui, c'est évidemment pas possible. On ne peut pas proposer au monde entier d'utiliser un token qui serait illégal. Donc on attend tranquillement, on avance sereinement. Je pense qu'on prend pas mal d'avance sur tout le monde. Mais oui, il y a des très grosses barrières qui sont devant nous. Mais super, j'ai 2 dernières questions, après on va être en retard, mais c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait durer pendant 1 heure, mais voilà. Donc, une autre question, c'est du coup, 4 millions de levées, vous avez d'énormes dépenses. Comment vous, est-ce que là, vous commencez déjà à gagner de l'argent? Comment vous gagnez de l'argent et comment vous allez faire pour tenir cette longue route? Alors, le modèle, il sera extrêmement simple. C'est un modèle de commission. Donc, on fait ce qu'on appelle du pool betting. C'est très intéressant parce que lorsque un Yoni est lancé, en fait, tout le monde mettra une mise et nous, on prendra une commission au passage. Mais on ne joue pas contre les users, contrairement à tout ce qui se passe dans les autres plateformes où on propose des cotes et finalement, les plateformes prennent des risques. Donc, chez nous, il y a 0 risque financier. Ce qui veut dire que le premier euro, dollar ou quelle que soit la monnaie, entrera dès lors qu'on sera sur le marché ou dans un pays à opérer. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Et à côté de ça, alors, on a des dépenses, elles ne sont pas énormes, mais comme on a fait les choses très légalement, il faut savoir que, par exemple, quand on fait une ICO, et si on veut faire les choses bien, c'est considéré comme du chiffre d'affaires. C'est pas une levée de fonds, c'est pas du capital. Donc, quand on a 4 millions qu'on lève, il y a déjà 800 000 qui partent en impôts. Et voilà, donc c'est plus ça les énormes dépenses, si on peut dire. Mais plus après, on a été quand même sur les exchanges et donc on a dû mettre un pool de liquidité, donc c'est un peu immobilisé. Voilà, il y a ce genre de choses. Maintenant, c'est la vie de l'entreprise et puis moi, je suis assez proche de mes sous et de ma gestion. Donc là, il nous reste quand même suffisamment pour tenir largement 1 an ou 2, je pense, à notre rythme actuel. Et comme d'ici là, on devrait avoir une ou plusieurs licences et que donc de l'argent rentrera, on est plutôt serein par rapport à notre modèle. D'accord. Et alors, la dernière question que je pose à peu près à toutes les personnes, à tous les start-upers qui viennent ici, vous avez besoin de quoi pour vos prochaines étapes? Est-ce que tu as un message à faire passer? Je ne sais pas, du recrutement, que les gens viennent tester ou ce genre de choses? Nous soutenir, aller sur notre Telegram pour après suivre nos réels besoins du moment, c'est intéressant parce que je peux pas dire aujourd'hui précisément de quoi on aurait besoin. On va recruter quand même un gros hacker, quelqu'un qui pourra aller faire grossir la communauté et la préparer à notre marché. Il faut qu'il ait une ambition et des compétences à la fois techniques et ambition internationale. Ça, c'est important pour nous. Et qu'il maîtrise bien tous les hacks d'un petit peu partout, parce que c'est quand même encore aujourd'hui une bonne méthode, même si par ailleurs on peut faire du classique. Et sinon, non, rien de spécial, parce que ça suit son cours. Et si tu pouvais me mettre le tampon sur les licences sans qu'on passe par les dossiers, ça me ferait plaisir. Mais à côté de ça, ça reste une obligation. Et en réalité, c'est très structurant aussi. Parce que quand on voit qu'on se fait imposer telle ou telle solution technique, je ne vais pas être long, mais par exemple, l'ANJ en France, ils te demandent même de développer quelque chose de spécifique pour eux, pour qu'ils puissent avoir accès à toutes tes données en live, etc., pour contrôler ce qui se fait, combien tu leur reverses et tout ça. Ça ne peut servir que pour eux,
Il y en a pour 50 euros, entre 100, plutôt même 100 000 euros à le développer, cette chose-là. Il faut même le développer avant d'avoir la licence parce qu'ils veulent l'auditer pour savoir s'ils nous donnent un agrément ou pas, sachant qu'il y a tout le reste qui doit être étudié aussi. Et donc, c'est intéressant parce que une fois qu'ils nous demandent tout ça, on est obligé d'être totalement transparent parce que derrière, il y a l'autorité et l'État qui nous regardent et ils ont un cahier des charges précis. Donc, tu parlais tout à l'heure de FTX. On est dans une vision radicalement opposée et pas plus tard que ce matin ou hier, je répondais, je ne sais plus à qui, sur un post LinkedIn très intéressant qui disait comment vous imaginez la transparence, etc. Et moi, je leur ai juste dit qu'on s'inspire de l'autorité de régulation des paris. Ils ont 15 ans d'avance là-dessus, c'est hyper dur, mais il n'y a personne qui peut passer à travers les mailles du filet. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est passionnant et même tu me fais une très belle transition parce que juste après, je vais avoir Véronique Rondeau-Abouli qui va nous parler des raisons pour lesquelles Consensus collecte nos données et on va voir que c'est peut-être pas aussi noir que ce qui a été les réactions qu'on a vues sur Twitter. Il faut quand même savoir qu'on a des règles et des lois qui parfois sont quand même bien faites et sont bien construites et obligent les entrepreneurs et en général les entreprises à se plier à des règles qui nous protègent aussi. Enfin, c'est quand même pas trop n'importe quoi et on n'est pas toujours face à des gens face à une absurdité légale, disons. Donc, on va en parler tout à l'heure et c'est parfait. Écoute, merci beaucoup d'être venu. C'est hyper intéressant. Donc, on invite tout le monde à aller sur leur Telegram. Tu peux mettre ensuite en commentaire, si tu veux, le lien ou d'autres liens, si tu veux, Twitter, je ne sais pas quoi. Merci beaucoup d'être venu. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on aurait pu parler encore comme ça pendant des heures. Et je vous souhaite vraiment tout le courage et la chance aussi, je pense, qu'il faut pour passer toutes ces étapes et faire grossir votre projet. Merci beaucoup à toi. Et puis, j'ai parlé d'un gros hacker, mais au cas où, toute personne qui aurait quelque chose à proposer, qu'elle n'hésite pas de toute façon, même des devs, on en a besoin, des développeurs ou des partenariats ou autres pour l'avenir. Donc, tous ceux qui sont intéressés par notre projet, on adore discuter avec l'extérieur. Donc, avec grand plaisir, on les recevra avec beaucoup d'amour. Super, merci beaucoup. Si tu veux rester avec nous dans le live, tu as juste à rester dans le studio. Je te descends, mais tu pourras intervenir si tu veux sur les autres. Descends-moi. Sur les autres. Voilà. Ciao. Salut, merci Agathe.